Si je peux me permettre à propos des attaques, aussi vous faites sauvegarder vos données, j'ai oublié de le dire, mais sauvegardez vos données. Et les attaques aussi, un truc aussi quand on dit qui c'est, en fait on se rend compte que des fois, en tant que chercheur, on peut donner un avis sur quel niveau de compétence il faut pour monter une attaque de ce style, mais après des fois les attaques, ils disent on pense que c'est tel ou tel pays, mais en fait on peut jamais être sûr. Et typiquement il y a eu dernièrement un virus dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, où j'ai entendu ça, c'était des WannaCry, c'est un ransomware, mais c'était pas celui-là. C'était avec des collègues de la DGA qui nous expliquaient que la France avait été accusée en fait d'être à l'origine de ce virus, et qu'en fait pas du tout. Seulement dedans c'était en français, et c'est probablement justement fait exprès pour qu'on pense que c'était la France. Mais voilà, en pratique, apparemment non, c'était pas nous. Merci. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce qu'il marche ? Ah, il marche aussi. Bonsoir. Est-ce que, entre les différents systèmes, est-ce que la protection est la même entre Windows, Mac et Linux ? Normalement, c'est une bonne question. Normalement, Mac et Windows sont censés faire leur boulot correctement. Après, dernièrement, vu les reproches qui ont été faits à Apple, j'ai l'impression que pas toujours. Et après, moi personnellement, j'ai un Linux, donc je... Parce que j'entends dire souvent que quand on a un Mac, c'est pas la peine de mettre un antivirus. C'est faux. J'ai aussi, enfin là c'est un Linux que j'en ai, mais j'ai aussi dans mes ordinateurs à la maison, il y en a quand même un qui est sous Mac, et j'ai un antivirus dessus. Maintenant il y en a des virus sous Mac. À un moment, vous avez dit mélangez pas votre ordi personnel et votre ordi pro. Alors pourquoi ? Justement parce que votre ordi pro, là, il va peut-être y avoir des données qui sont confidentielles liées à votre entreprise dessus. Et de ce fait, il va être une cible parce que une personne malveillante qui veut attaquer une entreprise en particulier, elle va peut-être tout simplement commencer par essayer d'observer le comportement des personnes. Quoi. Là, on est à cheval entre l'ingénierie sociale et les attaques. Et si on sait que votre ordinateur pro, eh bien, vous l'utilisez aussi chez vous, et que chez vous, vous n'aurez pas forcément le même niveau de sécurité quand vous vous connectez à Internet avec, eh bien, on va peut-être pouvoir avoir des données qui sont confidentielles sur votre ordinateur, parce que chez vous ne faites pas forcément aussi attention que quand vous êtes dans votre entreprise. Et ça peut commencer tout simplement par le fait qu'on a repéré que votre ordinateur de travail, eh bien, vous promenez dans le train, typiquement. Il y a plein d'attaques qui sont dans le train, des gens qui travaillent dans le train. Je ne sais pas si ça a répondu à la question. Mais... Que pensez-vous de la sécurité qui est apportée par les opérateurs, sachant que beaucoup d'entre eux ont leur plateforme qui est en dehors du territoire ou des surveillances éventuelles? Alors, je ne suis pas du tout dans le monde du réseau. Moi, comme j'ai expliqué, je suis dans le monde matériel, donc je ne sais pas exactement quoi vous répondre à ce sujet. Mais j'espère aussi que les opérateurs, normalement, sont censés faire leur travail. Après, le fait, c'est toujours le problème. Je peux donner que, par exemple, il y a eu un souci en France d'un point de vue matériel. Quand on commence à dire on fait, mais à l'étranger, en effet, ça peut parfois poser problème. Alors, je ne sais pas si c'est le cas pour les opérateurs, mais il y a ce qu'on appelle les trojans matériels. Un trojan, c'est un cheval de Troie, donc il y en a en mode logiciel, mais il y en a aussi en matériel. Ça veut dire qu'au moment où le circuit est fabriqué, on en met. Et je sais que c'était un des soucis d'un certain nombre d'entreprises qui font fabriquer tous leurs circuits à l'étranger, notamment en Chine. Alors ils ne sont pas fous, ils ne vont pas mettre un trojan matériel dans tous ceux qui fabriquent, mais de temps en temps, il y en a un. Et c'est tout leur problème, quand ils récupèrent après les circuits en Europe, comment on s'assure qu'il n'y ait pas de trojan dessus. Donc oui, parfois traiter à l'étranger peut poser aussi des problèmes de sécurité.
je fais une réponse qui n'est pas du tout en rapport avec les opérateurs, mais qui, on va dire, je pense que oui, en effet, il faut être sûr, en fait, pour avoir quelque chose de parfaitement sécurisé, il faut être sûr du début jusqu'à la fin. Matériel, logiciel et bien sûr la théorie. Je voyais derrière ça surtout l'usurpation d'identité. On peut apporter le micro. Excusez-moi. Je voyais derrière ça surtout l'usurpation d'identité, parce que les opérateurs ont des accès facilités sur les adresses mail. Donc, il est très facile d'ailleurs de jouer avec les usurpations d'identité. Oui, après, c'est aussi pour ça que pour moi, c'est pas la même sécurité qu'on va mettre dans la boîte mail d'un particulier que dans les boîtes mail professionnelles. Tout simplement. Parce qu'après, je veux dire, une boîte mail, en effet, ça peut être un vecteur, par exemple, pour lancer une attaque si vous êtes pris un virus et que ce virus s'envoie à tous vos contacts. Après, il ne faut pas non plus être paranoïaque non plus. Qui va vouloir attaquer votre boîte mail pour savoir de ce que vous avez discuté avec votre cousine, de ce que vous allez manger comme repas à Noël? Il faut être honnête, les attaquants, ça ne les intéresse pas, ça. Par contre, une boîte mail professionnelle, c'est beaucoup plus intéressant. Donc, ce n'est pas le même niveau, normalement, de sécurité qui est mis en place. Vous avez donc des cartes à puce, vous avez montré un exemple pour essayer de pomper les informations qui étaient sur les cartes à puce. Qu'en est-il du piratage de proximité des cartes bancaires, puisque c'est un petit peu les rumeurs qui sont un peu partout, par simple contact ou de proximité? Est-ce que ça c'est possible? Et si c'est oui, quelle est la possibilité de la parade? Alors, oui, c'est possible. Je veux dire, la meilleure parade, c'est l'assurance. Dans le paiement sans contact, en effet, c'est pas bien sécurisé. Alors, il paraît qu'ils ont évolué, j'ai pas vu où ils en sont maintenant, mais a priori, à partir du moment où vous pouvez payer sans contact comme ça, 20 €, vous pouvez avoir quelqu'un qui développe la même application sur son téléphone, qui passe à côté de vous et qui vous prend 20 €. Je veux dire, les banques ont choisi d'avoir ce risque. C'est-à-dire que il n'y a pas non plus toutes les personnes que vous croisez dans la rue n'essayent pas de vous voler 20 €. Mais pour moi, paiement différé, comme ça vous avez le temps de vous en rendre compte. Et puis c'est aussi pour ça que c'est plafonné à 20 €. 30 maintenant. Nouvelle carte. Et vous avez aussi le droit de dire à votre banque que vous n'en voulez pas. Elle ne peut pas vous l'imposer. Si vous n'en voulez pas, vous n'en avez pas. Et après, en effet, donc, je sais qu'ils vendent des trucs pour protéger qui normalement sont censés être efficaces. Je ne l'ai pas testé personnellement. Ça, c'est pour les attaques en paiement sans contact. Après, si je reviens dans les attaques que nous, enfin, d'un point de vue recherche, mais que je fais, on est vraiment aussi sans contact. Hein. C'est quand je fais une attaque en rayonnement électromagnétique, alors oui, il me faut une sonde et tout le bazar, mais la puce, comme c'est une sonde qui est posée au-dessus, elle ne se rend même pas compte qu'elle est observée. Donc j'ai pas besoin de me brancher sur la puce pour récupérer des informations. Ça, c'est mon domaine de recherche. Je voulais simplement demander, quand il s'agit de la cible, à propos de la cible des attaques, quand on entend un copain, une copine qui dit « j'ai été piraté », mais alors on est des personnes qui ne travaillent pas dans l'industrie, alors est-ce que c'est des attaques au hasard, parce qu'elles n'ont aucun intérêt, ces attaques-là? Ça dépend quelle est l'attaque. Quelle attaque vous avez subie. Si vous dites que si vous considérez que vous êtes piraté quand on vous a pris 20 € sur votre carte bleue en sans contact, pour l'ordinateur, typiquement les ransomware, maintenant, ils attaquent les données des particuliers. Il y en a certains. Ils chiffrent vos données, pour l'exemple du ransomware, et puis là, ils vous disent, si vous voulez récupérer vos photos de vacances, vous me donnez 50 €. Donc en effet, c'est possible. Après, les attaques ne sont pas forcément... ceux qui attaquent ne ciblent pas forcément une personne en particulier. Ils envoient le truc à des adresses mail un peu au hasard, des mails qui n'existent pas, en espérant qu'à un moment, il y ait une personne, si c'est par adresse mail, en espérant qu'il y ait un moment, il y ait une personne qui y touche, qui ouvre le mail et qui clique sur ce qu'il ne faut pas. Mais voilà, les attaquants ne ciblent pas forcément... Enfin, ça dépend qui vous êtes. Si vous êtes le président... Je pense qu'il doit se méfier un peu plus. C'est normal quand c'est une personne importante, par exemple une star.
il y a le problème de protéger ces données. Si vous êtes Emma Watson, et ben Emma Watson, je veux bien croire qu'elle a un paquet de fans qui seraient prêts à peu près tout et n'importe quoi pour récupérer des photos d'elle en plus. Donc après, c'est ça, c'est toujours pareil. Il y a des fois des personnes qui sont ciblées personnellement pour une raison bien précise. C'est le PDG de telle boîte, c'est une star, c'est un président, c'est un... Voilà. Et après, il y a les attaques qui tapent, on va dire, dans la masse en espérant que dans l'eau, il y ait quelqu'un qui se fasse avoir. Après, il y a aussi ce que je disais dans le mobile des attaques, c'est pas toujours l'argent, des fois c'est juste le défi. Et les hackers, c'est juste le plaisir de dire j'ai réussi à piquer ces informations, je suis content, je me suis connecté là. Enfin, ils n'ont pas plus d'autres de motivation que de jouer, quoi. Donc c'est pas... Là, voilà, pas faire grand-chose pour raisonner ça. Alors, je crois que ce qui est difficile aussi à différencier, c'est les attaques et les arnaques, qui sont deux choses complètement différentes et qui peuvent avoir le même résultat. À savoir des gens qui se disent on a piraté mes données bancaires, par exemple, ou mon ordinateur, alors qu'elles les ont données. Donc là, c'est de l'arnaque et c'est pas sous-attaque. Ouais, une attaque, c'est quand même un peu... Enfin, une arnaque, c'est un peu quand même... c'est quand même aussi attaquer les gens. Après, en effet, c'est une petite subtilité, mais oui, je suis d'accord. Et c'est en ça qu'il faut être aussi... Oui, tout en ayant un mot de passe et tout ça, il faut aussi se dire que c'est comme si on donnait, je sais pas, son porte-monnaie dans la rue, quoi. C'est ça, mais c'est ce que je disais. Pour moi, Internet, c'est un lieu public. Dans la rue, vous n'allez pas laisser vos enfants, s'ils sont jeunes, circuler sans surveillance, faire n'importe quoi, et vous n'allez pas laisser votre portefeuille sur le trottoir. Oh, ben, je le repasse tout à l'heure, je le reprends. Ça ne vous viendrait pas à l'idée. Ben, c'est un peu pareil. Sur Internet, vous ne laissez pas un enfant se balader sur Internet, ne serait-ce que pour lui, pour le protéger, parce qu'il y a des sites qui ne sont pas adaptés pour lui. Et pour vos données bancaires, vous ne les laissez pas traîner n'importe où. D'où vous utilisez soit vous considérez que vous avez confiance parce que c'est un gros site et qu'on peut espérer que les gros sites gèrent correctement ça, soit sinon vous utilisez, je reviens à PayPal, bon, j'ai pas d'action chez PayPal, qui justement fait le lien entre les deux, vous permet de payer et la personne n'a pas à gérer ça. J'observe que sur les réseaux sociaux, donc par exemple comme sur Instagram, il y a beaucoup de blogueurs qui ont du coup pas mal d'abonnés, donc une grosse communauté, et ils se font attaquer. Donc ça veut dire que d'un seul coup, ils n'ont plus accès à leur compte, et quand ils arrivent à avoir accès, ils ont plus du tout ils ont perdu tous leurs abonnés, tout leur contenu, tout ça. Alors du coup là, je me demande d'une part pourquoi on leur fait ça, et ensuite de deux, ce que ces blogueurs-là sont ensuite dans l'impuissance face à Instagram qui est complètement sourd en fait à leur plainte, à dire mais comment ça se fait qu'un réseau social aussi connu comme ça soit aussi facilement en fait atteignable. Je ne connais pas la politique de sécurité d'Instagram. Après, je pense que c'est comme tout, ces personnes-là, pourquoi elles sont fait attaquer, je pense que c'est tout simplement, c'est toujours pareil. Dès que vous commencez à être un peu connu, il y a des gens qui vont vous adorer, puis il y a des gens qui vont vous détester, d'autres qui s'en foutent. Et dans ceux qui détestent, oui, ça ne m'étonne pas qu'il y en ait qui ciblent. Après, comment est-ce qu'ils font pour pirater exactement un compte Instagram j'avoue, je ne sais pas. Je veux bien croire que ce soit possible, mais je ne connais pas les techniques. Et après, oui, normalement, ça devrait être à Instagram de faire le ménage. Comment feriez-vous pour évaluer un objet connecté avant de l'acheter, au moment de l'achat, ou voire même une fois que vous l'avez en premier chez vous? Alors, un objet connecté, je vais commencer, forcément, j'ai du monde matériel, par regarder si le circuit qui est dedans est fait pour faire de la sécurité, parce que sinon, j'ai envie de dire, ça ne sert à rien, vu que je sais que c'est cassable. Déjà, je vais voir s'il y en a, parce qu'il y en a pas du tout. Il y a des objets connectés, il n'y a zéro forme de sécurité dedans. Donc, déjà ça. Est-ce qu'il y a de la sécurité? Et ensuite, je regarderai, est-ce que est-ce qu'elle est bien faite? Est-ce que c'est un circuit pour faire de la sécurité ou pas? Quelle sécurité a été mise dedans?
Faut quelqu'un de pas très compétent, j'avoue, je ne sais pas trop. Moi, je me poserais la question, est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que j'ai besoin d'un fer à repasser connecté, honnêtement? Non, mais tout simplement, après, il y a beaucoup de... Après, sur Internet, on trouve aussi tout, aussi au niveau information. Et voilà, de se renseigner sur cet objet, qu'est-ce qui a été dit, est-ce qu'il a déjà été attaqué, est-ce que l'entreprise elle a des compétences en sécurité, est-ce qu'elle n'en a pas, d'essayer de se renseigner, on va dire comme on peut. Mais voilà, qu'on voit ce qu'il devrait y avoir dedans, c'est en effet c'est une base de sécurité. Vous sembliez tout à l'heure donner une bonne note à PayPal. De la sécurité des paiements, on va dire 10 sur 10, et quelle note accorderiez-vous à Amazon par exemple? Alors, c'est pas que j'accorde une bonne note à PayPal, c'est que j'espère que comme c'est leur métier, ils font que ça, de s'occuper de traitement bancaire, qu'ils le font correctement. Et Amazon étant un énorme site, normalement Amazon c'est pareil. Ils sont censés avoir aussi les moyens pour se payer des gens compétents pour le faire. C'est pour faire la différence, voilà, Amazon est un gros site, donc en effet, je ne crois pas qu'on puisse payer par PayPal sur Amazon, mais par rapport, en fait, la différence avec quelqu'un qui a un petit site, voilà, enfin la personne qui monte sa petite entreprise, voilà, qui fait des chaussettes, voilà, le mec qui fait des chaussettes, vous ne pouvez pas lui demander d'être spécialiste en sécurité, c'est normal. Je me posais la question des compteurs Linky connectés. Est-ce qu'il y a un risque? Les compteurs EDF? Oui, connectés. On n'a pas choisi de mettre ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. On a vraiment besoin. J'ai entendu en effet parler, il y a pas mal de gens qui... voilà, après normalement... Enfin, si j'ai bien compris, c'est surtout EDF qui a fait une très 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 mauvaise communication sur ces compteurs, puisque normalement ces compteurs sont censés... en fait, eux leur permettent, si j'ai tout compris... avoir des informations pour adapter à votre consommation. Donc après, je ne sais pas du tout comment ils sont sécurisés. J'ai pas eu de compteur entre les mains. Après, est-ce que si c'est attaquable, la question que serait plutôt pourquoi est-ce que ce serait attaquable? Est-ce que ça intéresse quelqu'un de savoir vos consommations? Genre, peut-être, oui, pour avoir des informations sur vous, on doit pouvoir faire des liens. Après, je ne sais pas, en tout cas avec votre compteur Linky EDF, on pourra venir couper votre électricité à distance, ça non. Mais avoir des informations, oui, après, est-ce que des gens le feront? Je ne sais pas. Et comme je ne sais pas du tout quelle sécurité ils ont mis dedans, je ne veux pas dire du mal d'EDF sans savoir ce qu'il y a dedans. Après, le problème toujours, c'est qu'on regarde toujours par rapport aux attaques actuelles, et que tous les jours, il y a des nouvelles attaques qui sortent. Ça, je dirais, le travail de chercheur, c'est d'essayer d'anticiper les attaques et les contre-mesures à ces attaques, mais malheureusement, des fois, il y a des attaques qui sortent, personne n'avait vu venir, du côté recherche. Et puis des fois aussi, ce que je disais, c'est on les voit venir, et puis après, on ne prend pas au sérieux. Donc, c'est une guerre, en fait, sans cesse entre ceux qui protègent et ceux qui attaquent, et à chaque fois qu'il y a une nouvelle attaque, on trouve une nouvelle parade, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et finalement, si on parle de la cryptographie, c'est comme ça depuis l'Antiquité. Du fait de l'informatisation en fait, à outrance de la société, est-ce que vous ne pensez pas qu'au final, la recherche de vulnérabilité est une course sans fin? Parce que de toute façon... Ah si, complètement. On veut des objets connectés à pas cher, des choses à pas cher. Si, bien sûr. Je suis tout à fait d'accord, mais d'où je disais la question, peut-être la première chose quand on veut acheter un objet connecté, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Est-ce que c'est... Pourquoi? Je veux dire, je comprends tout à fait l'intérêt de connecter votre téléphone ou votre tablette, mais le frigo, je ne comprends pas, par exemple. La voiture, je peux comprendre aussi. La voiture, oui, c'est pratique, du coup, vous avez tout intégré, le GPS, votre téléphone, finalement, en voiture, je comprends, ça peut être pratique. Et là, il y a eu justement... des attaques théoriques, mais qui ont montré que justement que si on ne le faisait pas correctement dans une voiture pour sensibiliser, finalement, pour tuer quelqu'un,
plutôt que voilà, aller jusqu'à la personne, voilà, s'embêter avec, j'en sais rien, moi, une arme, un couteau, enfin, ça fait des tâches, c'est pas pratique. Bah, vous prenez le contrôle de sa voiture, vous l'envoyez dans un mur, le tout de votre canapé, ça fait rêver quand même. Non, mais d'un point de vue criminel. Donc voilà, la voiture, les voitures connectées, il y a eu en effet des articles de recherche qui ont montré qu'il faut le faire bien. Donc, on peut espérer qu'ils feront des voitures bien. Parce qu'il y a réellement là, pour le coup, une notion de danger. C'est comme je parlais des cartes à puce, normalement les cartes bleues, pour les attaques que je fais moi en consommation de courant, normalement vos cartes à puce, elles sont sécurisées contre ça. Elles sont pensées pour résister à ça. Est-ce que, bon, compte tenu de tous les inconvénients qu'on voit, donc le piratage et le manque de sécurité, bon, est-ce qu'on ne sent pas, ou est-ce que vous ne sentez pas, une limitation de l'utilisation de tout ce qui est connecté, à vrai dire, enfin, que ce soit les paiements, les voitures, enfin. Est-ce qu'on ne va pas aller vers là, ou alors est-ce que malgré tout on continue dans le mur? Je ne sais pas qui aurait le pouvoir de dire on limite, mais après là très clairement à l'heure actuelle, moi j'ai plutôt vu que ça avait l'air d'exploser. Hein. On est, je sais même plus les chiffres, mais ça se compte en milliards en fait. On aurait plus d'objets connectés largement que d'individus sur la planète. Hein. Donc ça n'a pas l'air vraiment de se freiner. Mais c'est tout le problème en fait. Les objets connectés, c'est un problème de la sécurité informatique d'aujourd'hui, qui est qu'il y a des gens qui sont du monde de la sécurité, qui font des circuits bien, qui font les choses bien, et il y a des gens qui ne sont pas de ce milieu-là et qui ont besoin, je pense, d'être justement sensibilisés pour essayer de faire des circuits bien, tout simplement. Après, c'est peut-être un peu comme tout, hein, c'est en se prenant des gamelles en général qu'on apprend, quand il y aura eu trop d'attaques à cause d'objets connectés qui ne sont pas protégés, qui ne sont pas sécurisés, peut-être qu'on commencera à les faire tous sécuriser. Comme l'exemple que je donnais avec les badges de NXP, ils n'avaient pas voulu respecter Kerckhoff, voilà, ils se sont retrouvés avec des badges qui ne fonctionnaient pas, maintenant, je vous assure qu'ils respectent Kerckhoff dans leur badge. Mais est-ce que la limite ne serait pas justement à force de chiffrer et surchiffrer, parce qu'on court toujours devant les fraudeurs, l'énergie dépensée, l'énergie électrique dépensée pour faire ce cryptage sur tous ces matériels connectés, est-ce qu'il ne va pas y avoir un moment où on sera en surconsommation de toute façon? Alors ça, surconsommation, je ne vois pas, peut-être, j'en sais rien. Franchement, quand on voit tout ce qu'on peut faire avec juste une carte bleue, elle ne consomme pas grand-chose dans votre carte bleue. Hein. Non, mais des réseaux informatiques, si, quand même. Ah, les réseaux informatiques, oui, mais là, on rentre dans ce domaine qui n'est plus le mien. Et en plus, quand on parle de chiffrement, il y en a toutes sortes, et c'est vrai que c'est aussi un domaine, on va dire, dans les sous-domaines de la cryptographie actuelle. Il y a des gens qui s'intéressent à ce qu'on appelle la cryptographie à bas coût. C'est-à-dire d'avoir des algorithmes de chiffrement qui sont rapides et qui consomment peu. C'est même un domaine de recherche. J'ai entendu une émission la semaine dernière, je crois, qui parlait de cryptographie quantique. Comme les Chinois auraient fait une expérience récemment, et il paraît que ce serait le top du top. C'est vrai. Le quantique, moi j'y croirais. J'y croirais. Le jour où on aura un ordinateur quantique, je commencerai à y croire, mais pour le moment on n'a pas d'ordinateur quantique. Mais c'est vrai que la plupart des algorithmes de chiffrement actuels ne résisteront pas à un ordinateur quantique. Mais
Voilà, maintenant, il existe aussi des méthodes de chiffrement quantique qui résistent à ça. Donc je pense qu'on changera le jour où l'ordinateur quantique apparaîtra pour de vrai, mais pour le moment, aux dernières nouvelles, il n'est toujours pas là, l'ordinateur quantique. Mais oui, un chiffrement quantique, c'est top. J'ai pas compris grand-chose, hein, je vous dis tout de suite. Mais j'ai compris que les Chinois s'intéressaient beaucoup à ce domaine. À tout le monde. Là, en matière mais qu'eux avaient déjà fait envoyé un message, je sais pas quoi, enfin, je vous dis, j'ai pas compris. Bah, je suis pas experte en cryptographie quantique. Disons que les algorithmes de chiffrement actuels, ils reposent sur le fait qu'il y a beaucoup de clés. Quand je parlais de Jules César, je disais c'est pas bien, il y a que 25 clés. C'est très facile d'essayer 25 clés. Donc tous les algorithmes, les standards actuels, comme l'AES, qui est le standard le plus utilisé, le principe c'est qu'il y ait tellement de clés possibles, c'est qu'il n'est pas possible de tester toutes les clés. Si on devait tester toutes les clés, même tous les ordinateurs de la planète qui s'y mettent en même temps, il leur faudrait des milliards d'années. C'est là-dessus que ça tient. Il y a tellement de clés qu'on ne peut pas toutes les essayer. Si on peut maintenant essayer toutes les clés, évidemment, ça ne tient plus. Et justement, l'ordinateur quantique serait capable, alors je ne vais pas rentrer dans le détail de la physique quantique, je n'ai pas fait physique quantique, moi, justement de casser toutes ces clés en même temps. Du coup, voilà, c'est le fait ça repose sur le fait que le secret d'une seule clé et qu'il y ait plein de clés. Là, en effet, ça ne tiendrait plus. Mais je sais qu'il existe, que des gens font de la cryptographie quantique et qu'il existe des solutions qui tiendraient, qui résisteraient quand même à l'ordinateur quantique. Mais j'avoue, je ne les ai pas étudiés, donc je ne vais pas pouvoir vous en dire beaucoup plus. C'est ce que je disais, hein, la sécurité, c'est plein de domaines entremêlés. Moi, voilà, mes études se sont focalisées sur un petit domaine. Moi, ma spécialité, c'est les attaques physiques, c'est le comportement physique, une consommation de courant, un temps de calcul, comment je peux analyser ça pour récupérer des secrets. Mais voilà, il y a des gens qui font la recherche uniquement sur les malwares, des fois sur juste un type de malware. Il y en a d'autres qui s'intéressent au botnet, il y en a d'autres qui s'intéressent à tout ce que vous voulez en fait. Et vous aurez toujours des spécialistes et puis vous aurez toujours après vous pouvez toujours zoomer plus quoi. Les matheux qui font de la cryptographie théorique, qui cherchent les algos, déjà ils vont vous expliquer qu'il y a plusieurs grandes familles d'algorithmes de chiffrement et puis au fur et à mesure vous zoomez et puis vous allez avoir autant on va dire de spécialités que possible quoi. Même nous, entre chercheurs, présentement, quand on va à une conférence qui est censée être de notre domaine, on ne comprend pas toutes les phrases. Hein. On comprend une partie, il y en a celles où on est vraiment en phase et c'est bien, et puis il y en a d'autres, c'est censé être notre domaine, et pourtant, on n'arrive pas à suivre. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait des conférences, pour justement, entre chercheurs, essayer de partager, essayer de se comprendre. Mais c'est très difficile de comprendre tout. Voire, je pense, impossible. Enfin, celui qui vous dira qu'il est expert de tout, c'est ou un commercial ou un menteur. Ou un commercial menteur, non, je plaisante. Oui, une autre hypothèse. Merci Hélène. Je pense qu'aujourd'hui, on a bien sérié le problème de la cybercriminalité. La prochaine conférence, ce sera le 8 février et ça sera sur pourra-t-on vaincre la maladie, avec un intervenant qui est Claude Ferrec et qui est professeur de génétique à Brest. Donc voilà, le 8 février à 19h, n'oubliez pas la nouvelle heure. Je crois qu'on peut applaudir. Merci en tout cas Hélène Le Houder. Bravo, parce que c'est un thème pas facile qui nous concerne au quotidien et merci d'avoir été aussi pédagogue, je trouve ça génial. Juste, alors on a annoncé Claude Ferrec, donc c'est un monsieur qui a un des spécialistes de la mucoviscidose, mais qui nous fera une approche en tant que chercheur et aussi homme de terrain, médecin, une approche sur l'évolution de la médecine et qu'est-ce qu'on peut imaginer comme type de médecine demain. La conférence d'après,
c'est Ludivine Bantigny, c'est en mois de mars, quasiment un mois après. Vous avez ça sur les petits tracts verts qu'on vous invite à reprendre là, pour la conférence prochaine. Et celle d'après encore, ce sera donc Miguel Benasayac, dont je vous parlais tout à l'heure, sur le transhumanisme. Sinon, n'hésitez pas à aller sur le site aussi. Toutes ces informations, avant, après les conférences, sont tout à fait disponibles. Voilà, écoutez, bonne fin de soirée, et puis donc à la prochaine fois.